Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Nous serons ce soir plus près des collectivités territoriales pour parler des changements intervenus dans la gouvernance communale, inspirés par le bilan diagnostic de presque 2 décennies. Le gouvernement semble avoir trouvé la thérapie pour redonner un nouveau visage à la décentralisation au Bénin. Pensée, élaborée et instituée, la réforme structurelle du secteur ne laisse jusque-là personne indifférente. Après 2 années de mise en œuvre, la cote d'intérêt positif ou de jugement négatif sur la pertinence de la réforme varie, applaudie ou décriée. Sur le grand rendez-vous, on pose le sujet et on fait le débat dans un instant. À suivre avec nous dans un instant les interventions de 2 consultants en décentralisation. D'abord, dans l'œil de l'expert, nous aurons Franck Kenevo. L'expert en gouvernance locale nous donnera son éclairage sur la réforme, ses effets sur les communes et son avenir à moyen et long terme. Sur le grand rendez-vous et en toute franchise, Claude Djankaki, administrateur des finances et expert en décentralisation, auteur de plusieurs ouvrages en la matière, donnera son opinion sur le chemin parcouru, des résultats obtenus après 2 années de pratique. Est-ce la réforme qu'il fallait pour améliorer la gouvernance communale? Il nous répondra et vous l'entendrez. Et plus loin, vous suivrez les confidences d'une personnalité qui a marqué la ville de Cotonou par son action. Jérôme Danginou était entre 2002 et 2003 chef de la circonscription urbaine de Cotonou. Il nous a ouvert les portes de sa résidence, vous le verrez. C'est le grand rendez-vous. Ici, la parole est libre. Dans un instant, les points de vue. Le point de vue de chacun compte sur le grand rendez-vous et les habitués sont déjà en place pour le débat de ce soir. On va commencer par vous, Rudolf Karl. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christian Adaridja. Bonsoir aux amis et merci de nous recevoir dans le grand rendez-vous une fois encore. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, journaliste et analyste politique. Bonsoir à vous, Ahmed Picardi. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes acteur de la société civile. On rappelle également que vous êtes analyste politique. Paul Lamoussou, bonsoir. Bonsoir Christian. Journaliste, éditorialiste, directeur de publication du Journal de la Nation, merci d'être là. Et Omar Salouf, toujours au rendez-vous, éditorialiste, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Dans votre édito, vous nous emmenez au cœur des communes depuis un certain temps à l'épreuve de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Le bilan à mi-parcours de 2 ans, ça donne quoi, Omar? Oui, la rupture annoncée depuis 2016 pour être un gouvernement de réforme structurelle n'a pas trahi les Béninois sur le plan de la modernisation des administrations centrales et décentralisées. L'aide de la décentralisation ouverte depuis 2003 méritait un coup de réforme pour replacer l'intérêt des citoyens au cœur de la gouvernance locale. De ce point de vue, c'est l'une des grandes réformes qui impacte le quotidien du plus grand nombre de Béninois. 2022 marquait alors le renouveau du pouvoir décentralisé au Bénin avec la nomination par tirage au sort de secrétaires exécutifs et autres cadres techniques des mairies. Devant micros et caméras, les élus municipaux et communaux vantent les mérites et l'opportunité de cette nouvelle option de gestion à la base, voulue et mise en œuvre par le président Patrice Talon. Mais au fond, en coulisses, certains s'en plaignent. La réforme a fermé beaucoup de vannes dont ils bénéficiaient aisément. L'heureuse facette, c'est l'accroissement des recettes fiscales au niveau des trésoreries communales. C'est également la fin des nominations fantaisistes à la tête des services techniques des communes. Le revers, c'est cette opposition ruineuse qui s'est révélée par les difficultés de collaboration entre les élus et cadres nommés et la mauvaise interprétation de la loi. Ce sont des situations qui parfois mettent en péril la vie des acteurs impliqués. Il est donc à souhaiter un travail en tandem plutôt que des oppositions inutiles, nuisibles aux individus, aux communautés et à la réforme elle-même. Une saine collaboration plutôt que des compromissions. Enfin, faudrait-il que les cadres nommés
Plutôt que de débarquer en expert, super-héros, prêt à en découdre avec les élus, mettre le bémol, s'imbriquent et se mettre résolument au service de l'administration municipale et communale et donc des citoyens qui n'attendent que le meilleur de leurs dirigeants pour vivre mieux. Et sur le chemin des élections générales de 2026, le bilan se fera. Voilà ce qu'il nous propose, notre éditorialiste. Messieurs, le débat est donc ouvert. Omar Salouf vient de nous peindre un tableau que vous appréciez à quelle hauteur, Paul Amoussou? Je dirais que le tableau est assez fait un récapitulatif, rend compte de la situation qui est la nôtre, à savoir que après 20 ans du système qui était en place, de décentralisation, qui a été éprouvé, est-ce que il y a eu de l'évolution? Je rappelle que le principe... Pour vous, est-ce qu'il y a eu de l'évolution? Je dirais non, pour deux raisons. Oui. D'abord, les principes de la décentralisation, à savoir le développement local et la démocratie à la base. 20 ans après, est-ce que autour de cette table, et je suis convaincu que nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce soir seront d'avis avec moi qu'il n'y a eu ni développement local et que la démocratie à la base n'en parlons plus. D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Rudolf Karl, on vous écoute. Vous appréciez le bilan de 2 ans à quelle hauteur? Le bilan de 2 ans, si vous posez la question plutôt au citoyen lambda, il ne retiendra que ces coups d'éclat ou ces informations sensationnelles sur les secrétaires exécutifs. Ils sont vus aujourd'hui comme le visage de cette réforme-là, mais il faut aller au fond du sujet pour voir ce qui s'est vraiment passé. L'éditorialiste nous dit qu'il y a eu amélioration dans la collecte des ressources au niveau des communes. C'est déjà un point positif encore qu'il faut aller vérifier pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que moi j'ai posé des questions aux acteurs, à certains élus locaux qui ont dit que vraiment c'est pas ça, que les communes peinent effectivement à atteindre les objectifs dans ce sens-là. Donc c'est discutable en fait. Et bon, je trouve que cette réforme a plutôt amené une sorte d'antagonisme entre les secrétaires exécutifs, qui sont les responsables de l'administration communale, et puis le maire, qui est un élu, qui est investi d'une légitimité populaire, mais qui se sent très souvent, dans la plupart des cas quand même, dépossédé de ses pouvoirs. Il ne peut plus rien faire sans l'aval du secrétaire exécutif, ils doivent travailler en tandem, sinon... Ils doivent travailler en tandem, sinon ça devient un combat entre les deux. Et bon, si cette réforme doit aller dans ce sens-là, je pense que elle ne fera pas long feu. D'accord, on vous écoute, oui. Ahmed Picardi, quel est votre regard? Je dis ceci. Ce parcours de 2 ans. Ce parcours de 2 ans, je dirais, avant de parler du parcours, il fallait d'abord revenir sur, je dirais, le bien fondé de la réforme. Il y avait un plateau qui était, je dirais, difficile à digérer pour les populations. Quel était ce plateau? Nous avions des maires, des élus au niveau local qui avaient plein pouvoir au niveau économique, au niveau politique, au niveau administratif, mais qui, dans la gestion, ont failli. Il faut dire les choses par leur nom. Il y a eu de la malgérance, il y a eu de la malgouvernance, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau je dirais, de la gestion communale et locale. Il était important de faire une réforme structurelle. Maintenant, lorsque nous revenons, je dirais, au principe même de la décentralisation, faire la réforme telle qu'elle est faite, parce que décentralisation, lorsque vous allez dans tout, je dirais, dans tous les livres de droit, la définition c'est transfert du pouvoir économique, politique et financier vers, je dirais, les collectivités locales. Aujourd'hui, nous sommes dans une réforme que les politiciens, les maires même, ont créée par le malgouvernance, qui malheureusement, dans la définition... Ils ont créé ou ils ont provoqué? Ils ont provoqué par la malgouvernance. Ils ont provoqué par la malgouvernance. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont provoqué une telle situation que le principe même de décentralisation va être dénaturé, comme nous le voyons aujourd'hui. Il faut dire les choses par leur nom. La décentralisation telle que conçue, je dirais, par les esprits juristes et les experts en gestion du territoire, c'est pas
la gestion du maire pour les questions de démocratie et politique et la gestion d'une gouvernante locale pour les questions, je dirais, de budget, d'économie et de finances. C'est la mairie qui, de façon autonome et légitime, gère toutes ces questions. En termes de décentralisation, voilà ce qui est. Maintenant, le bilan. Oui, l'auditoriste a dit qu'il y avait eu des avancées au niveau, je dirais, de la collecte des ressources, oui. Mais disons la vérité. Aujourd'hui, est-ce qu'en réalité, la gestion et les réalisations au niveau territorial sont organisées et réalisées par les maires? Non. Puisqu'il y a de gros projets étatiques qui déjà absorbent ce qui devait être fait au niveau des maires. Je parle par exemple de l'asphaltage, c'est un très bon projet et moi j'admire. Mais dans le même temps, ces types de projets ne donnent même plus la même aux maires de faire les marchés ou encore certaines réalisations au niveau local. Vous comprenez un peu ce que je dis? Je ne dis pas que les asphaltages, c'est un mauvais projet. Le Bénin a réussi sur ce côté-là. Mais dans le même temps... Vous pensez qu'au niveau des collectivités territoriales, ça ne bouge pas? Ça ne bouge pas. Pour moi, ça ne bouge pas. Paul Amoussou, vous allez réagir tout à l'heure. Toute réforme doit être assimilée un peu comme une substance médicamenteuse. Elle n'est jamais agréable au goût. On ne donnera pas aussi du poison. Elle n'est jamais agréable au goût. Mais ce qu'il faut rechercher, c'est l'effet, c'est les résultats. Et en l'état, je veux nous renvoyer un peu à une étude commanditée par l'Association nationale des communes du Bénin, dont les résultats ont donné ceci, à savoir que 90%, avant cette réforme structurelle d'il y a 2 ans, 90% du personnel dans les communes étaient non pas des cadres de conception, mais des agents d'exécution. Ça posait un gros problème. Et je pense que la plupart des experts vous le confirmeront qu'en matière dans l'administration décentralisée, ça posait un problème. Et le même problème, on peut le télescoper à l'endroit des élus qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément la compétence, pour certains, c'est pas généralisé, pour pouvoir amener véritablement l'œuvre de développement. Et la réforme a su corriger cela à travers la nomination des cadres, notamment les secrétaires exécutifs que moi je considère comme les chevaliers du développement, quand on retient que le principe, le but ultime de la décentralisation, c'est le développement. Et cela a permis quoi? L'avènement de ces secrétaires exécutifs a permis de sécuriser les ressources mobilisées au plan local aujourd'hui. Quand vous prenez les contributions locales au développement, les tasses, les patentes et consorts, les ressources locales sont mieux sécurisées et ne sont plus distraites. Je considère que c'est un acquis considérable. Les ressources, mais la suite, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous entendez par la suite? Je veux bien savoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Les ressources qui sont sécurisées. Il faut, une chose est de sécuriser ces ressources. Une fois ces ressources sécurisées, il faut les employer à bon escient au service des collectivités locales. Et c'est le Bénin qui gagne. Est-ce que vous avez le sentiment que... je pense que ça va. 2 ans après, 2 ans après, il est trop tôt pour pouvoir, tirer des conclusions. Toute conclusion serait hâtive. D'autant plus que la greffe, je l'admets, n'a pas encore pris... Vous pensez donc qu'il n'est pas opportun d'aller voir ce qui est fait? Bien sûr, il faut aller voir. Mais je dis ce serait hâtif de tirer des conclusions, d'autant plus que, comme toute réforme, il y a des résistances. Et la greffe entre les élus locaux, notamment les maires et les secrétaires exécutifs, a du mal à prendre en l'état actuel des choses. Et l'autre aspect positif que moi je retiens de cette réforme, c'est le vivre en commun, le vivre ensemble. Il ne faut pas que dans chaque commune, certes c'est les élus locaux qui, de ce fait-là, qu'on se retrouve, les Béninois se retrouvent dans un micro-État entre eux, mais qu'un secrétaire exécutif, je dirais en griffe natif d'une région, soit télescopé dans une autre région, je pense que ça contribue également à l'unification, à la construction de la nation que nous ne constituons pas encore. Moi, je voudrais bien poser une question à M. Amoussou. M. Amoussou, nous sommes dans un État. Nous n'avons pas construit le droit. Nous ne sommes pas inventeurs des républiques et des normes des républiques, des principes qui dirigent les nations. Avant nous et après nous. Quelle est votre question?
Ma question est la suite. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes pour que le principe fondamental de décentralisation, qui est aujourd'hui reconnu par tous, soit violé? Bon, je vous réponds pour dire ceci. Vous l'appelez, je ne voudrais pas, moi, m'inscrire dans une querelle sémantique. Non, ce n'est pas une question de querelle sémantique, c'est une question de doctrine. C'est une question de doctrine. Non, ben, la doctrine, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous m'engagez dans une querelle sémantique dans laquelle, moi, je ne voudrais pas me situer. Je trouve que cette réforme, elle est pragmatique. Non, la réforme, la réforme, elle n'est pas mauvaise. La réforme ne doit. Nous pouvons réformer. Nous pouvons réformer peut-être toujours dans le même esprit de contrôle et de, je dirais, de regard du pouvoir central sur l'exécution au niveau local. Prendre des cadres autres que le cadre communal. Aujourd'hui, c'est le cas. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas ce dont vous parlez. Vous n'avez j'ai l'impression que vous maîtrisez pas. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas. Parce que le contrôle, vous nous demandez de contrôle exige. Vous nous demandez vous n'avez pas maîtrise. Vous n'avez pas maîtrise. C'est vous qui maîtrisez la question de la décentralisation. Puisque vous ne pouvez pas nous demander. On va permettre à Omar Salouf de se prononcer très rapidement et on reviendra à vous de tout à l'heure. Oui. D'abord, je note que la nécessité de la réforme, tout le monde est d'accord avec. Après 20 ans de pratique de la décentralisation, il fallait un coup de réforme, il fallait que les choses soient revues. Maintenant, moi, je me retrouve dans une posture où je m'interroge. La décentralisation, d'accord, ça a été expérimenté par d'autres pays. Mais est-ce que le Bénin était réellement prêt à expérimenter, à vivre cette décentralisation? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Maintenant, en expérimentant, est-ce qu'il n'était pas temps de redéfinir peut-être un modèle béninois? Parce que c'est ce copier-coller-là qui fait de nous ce que nous sommes. On a tendance à vouloir faire exactement ce que font les autres sans prendre en compte peut-être nos considérations, nos réalités. Si les réalités sont telles que, il faudra forcément un secrétaire exécutif parce qu'on se connaît. On aime peut-être qu'il y a un œil de surveillance derrière nous ou autour de nous pour bien faire. Si c'est peut-être avec le temps, on constate qu'il faudra un secrétaire exécutif pour que les communes évoluent mieux, pourquoi ne pas adopter ce modèle pour servir peut-être d'exemple pour d'autres pays de l'Afrique ou bien même du monde, parce que le plus souvent le Bénin inspire. Le plus souvent débat sur la décentralisation ou sur quel thème thématique sur la gouvernance locale. Sur la gouvernance locale, le Bénin peut adopter un modèle qu'il pourra appeler comme il veut, qui pourra servir d'exemple pour d'autres pays. Monsieur Amoussou, nous trouverons un nom pour la on est tous d'accord qu'il fallait évoluer après deux décennies d'expérimentation de la décentralisation chez nous. On n'en disconvient pas. Mais quand on dit ça, oui, les maires, avant on sait, c'est les gens qui étaient pleins, enfouis dans les affaires domaniales, des vendeurs de terrain, ils géraient mal les budgets, on a vu les scandales avec les fonds FADEC, donc c'est bien d'apporter une réforme. Et toute réforme, comme l'a dit M. Amoussou tout à l'heure, à ses débuts, rencontre des résistances, c'est vrai. Mais quand on fait le point 2 ans après, moi je pense que ce n'est pas de ça qu'on avait besoin. La réforme en elle, dans l'esprit, je pense que c'est une bonne chose. Mais sur le terrain, quand on est dans la mise en œuvre, oui, dans la mise en œuvre, là, ça ne marche pas. Parce que, écoutez, si le maire estime vous avez constaté que ça tâtonne dans les communes, que ça ne bouge véritablement pas. Oui. Quand on suit un peu l'actualité sur ces affaires-là, si un maire ne veut pas que le secrétaire exécutif soit une sorte de concurrent à lui dans sa commune, il va lui glisser des pots de banane. Et puis, bon, moi j'ai eu à discuter avec certains élus locaux qui nous disent, oui, on parle beaucoup de ceux-là, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas compétents, ils ne savent pas mobiliser les ressources, ils ne maîtrisent pas tous les tests. Donc, je trouve que fondamentalement, il fallait trouver autre chose. Un maire, quand il est élu, c'est quoi? C'est une sorte de baron dans sa commune.
c'est une sorte de baron dans sa commune. Mais si il est baron dans la commune, mais la commune ne bouge pas. La commune ne bouge pas. Il fallait rompre. Oui, mais est-ce que ce qu'on a maintenant, est-ce que ce qu'on a maintenant, ça permet, est-ce que ce qu'on a maintenant, ça permet aux communes d'évoluer? Quand on fait le point maintenant, est-ce qu'il y a des résultats positifs? Non, moi je pense que non, on ne peut pas faire le point tout de suite. Vous savez, parce qu'après tout, ce qu'on oublie, c'est que les maires là, c'est des personnalités politiques. Une personnalité politique a besoin d'affirmer sa légitimité, parce que c'est le peuple qui lui a donné le pouvoir. Mais quand ces secrétaires, parce que bon, la réforme, c'est pas seulement les secrétaires exécutifs, hein, mais c'est eux qui font le plus à l'actualité, c'est pour ça qu'on parle le plus. Quand ils viennent et qu'on estime que le maire ne peut même plus ordonner son budget, est-ce que c'est ce monsieur-là qui fait tout? C'est un peu compliqué. Moi, bon... il y a messieurs qui sont peut-être tout puissants. La dernière fois que mon cher, vous savez ce qu'ils ont dit? Dites-moi. On parlait de questions de mairie. Alors, mais tant misé, mais tant misé, si je vous comprends bien, il fallait observer le statu quo et laisser... Alors, qu'est-ce que vous dites? On n'a jamais dit ça. On peut contrôler l'action des communes autrement. On peut contrôler l'action des communes autrement. Mais est-ce que vous avez appelé M. Amoussou? Est-ce que vous êtes sûr que ces secrétaires exécutifs vont effectivement permettre de réduire la mauvaise gestion dans les communes? Moi, j'en ai la conviction, d'autant plus que je peux... On n'a pas encore fait le bilan. Mais vous n'avez pas encore fait le bilan. Et vous tirez des conclusions. Je ne tire aucune conclusion, je fais des constats. Non, je ne tire aucune conclusion, je fais des constats. Lesquels non, vous tirez des conclusions. Je ne tire pas de conclusion, vous tirez des constats. Ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'il y a sur le terrain, tout de suite, c'est de ça qu'on parle. Vous tirez la conclusion. Est-ce que vous me laissez aller au bout? Allez-y. Qui nous disent, voilà, depuis 2 ans, ce nouveau système de gestion conflictuel a permis de réaliser ceci, cela. Il l'a rappelé tout à l'heure. La mobilisation des ressources, c'est un aspect fondamental. On va permettre à Omar Salouf de se prononcer. Oui, vous savez, ce débat devrait permettre aux initiateurs de la loi de se remettre en cause. Parce que quand une loi est votée, dans l'expérimentation, dans la mise en œuvre, il y a forcément des choses à dire. Donc ce débat devrait permettre aux acteurs de la décentralisation, aux initiateurs, au législateur lui-même de revoir un peu ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché, de sorte à ce que, parce que toute loi est modifiable, de sorte à ce que au prochain ou bien à la prochaine modification de la loi, qu'on enlève ce qui n'est pas bon, qu'on intègre tous les apports que nous sommes en train de faire actuellement. Parce qu'il serait dommage que et le législateur et le gouvernement manquent d'humilité pour reconnaître qu'à un moment donné ou dans certaines pratiques de la loi, il y a des choses qui ne sont pas bien allées et qu'il faudra revoir. Donc, je suis heureux de participer à ce débat et de faire ces propositions-là pour que, je pense que c'est l'objectif que nous recherchons. En espérant que dans très peu de temps, que ça soit revu. Absolument. Oui. Et le problème fondamental, ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas la loi en elle-même, ce n'est pas l'initiative de cette réforme en elle-même qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est les hommes en présence. Chacun, le maire considère que le secrétaire exécutif vient marcher sur cette plate-bande. Dans certaines régions, parce que j'ai eu dans le cadre, suite à cette réforme-là, après un an d'exercice, à rencontrer, je crois, la majorité des secrétaires exécutifs, y compris les maires, pour échanger sur un peu comment ça matchait. Et manifestement, ça ne matche pas partout. C'est ce qu'il faut dire. Et ça pose un problème d'hommes. Ça, c'est les hommes qui sont en cause. Est-ce que ce n'est pas la manière dont la réforme est intervenue aussi? Par endroit, les élus considèrent que les secrétaires exécutifs qui sont des techniciens en soi viennent marcher sur les plates-bandes. Et ailleurs, c'est considéré, les considérations régionales reviennent. À savoir que le secrétaire exécutif n'est pas de cette région et qu'il ne maîtrise pas les réalités de cette région. Mais écoutez, c'est un enfant du Bénin, c'est une fille, un fils du Bénin, et qui doit pouvoir s'intégrer partout sur le territoire national et servir partout sur le territoire national. Et donc,
que la mise en œuvre est bégayée par endroits de ce fait, du fait des ordres, cela s'entend, cela se conçoit. Mais j'estime qu'il est trop tôt encore pour tirer des conclusions et dire que la réforme est en cause et que la réforme ne va pas prospérer comme les résultats escomptés. Nous allons dans le prétoire sur le sujet. Hein. C'est vrai que nous écoutera dans un instant un consultant, un expert en décentralisation, dans l'œil de l'expert. Et plus tard, dans la rubrique En toute franchise, on écoutera Claude Diankaki. Mais avant, on va voir ce que pensent les citoyens béninois rencontrés à Cotonou et à Calavi sur cette nouvelle forme de décentralisation en République du Bénin. On a quitté la concentration à la décentralisation. Normalement, le pouvoir exécutif ne doit pas se mêler dans les affaires des communes. Mais ce que nous voyons, parce que et je ne sais pas, la décentralisation, on a quitté quelque part pour faire la décentralisation. Mais le pouvoir actuel a voulu encore tout concentrer dans ses mains. Il a voulu tout embrigader dans ses mains. Et ça ne va pas porter leurs fruits. Parce qu'on a des SE et le maire, il n'y aura toujours pas d'entente. Il y aura toujours des mésententes. Et les travaux ne vont pas aller comme cela se doit. Donc il faut laisser la main aux maires de travailler, de développer leur commune. Il est vrai, il y a les brebis galeux, il y a des maires qui peuvent détourner, mais c'est minime. C'est minime. Mais il faut question de SE là, il faut enlever dans leur tête. Moi, je ne trouve pas l'importance. Puisque, vu la valeur que les maires avaient, par rapport aux maires d'aujourd'hui, moi j'ai vu qu'il y a un grand changement. Puisque les CE ont été nommés pour les maires. Ce qui veut dire que le pouvoir du maire est limité. N'est-ce pas? Maintenant, le fonctionnement, c'est-à-dire le maire au niveau des mairies, le maire est seulement ordonnateur du budget. À part ça, le maire n'a plus de pouvoir. Il prend son salaire, il est là, c'est le CA qui gère le reste. Alors là, où est la place de la décentralisation? Moi, j'ai vu que cette réforme, c'est-à-dire le réforme là, ça n'arrange pas la décentralisation, puisque le maire devait être indépendant. Le maire est élu par une ville. Donc, ceux qui ont élu le maire, normalement, c'est-à-dire le maire doit quelque chose à sa base. Maintenant, c'est plus ça. C'est plus ça. C'est tout comme si c'est le CE, comment on appelle, le SE ou bien quoi là, qui remplace le maire, à mon avis. Donc, avec ça, là, moi, je ne veux pas dire que la décentralisation n'a plus son sens. La réforme, c'est un échec au niveau de la décentralisation. Ça n'a rien apporté aux communes, hein, puisque j'ai même constaté qu'il y a des CE même qui démissionnent. Ce qui veut dire qu'entre le maire et le CE, ça ne fonctionne pas. Moi, je préfère l'actuelle formule. Mais il y a nuance. Parce que là, les maires et les SE ne se comprennent pas trop. Sinon, du côté travail administratif, là, ça va. Il y a suivi directement du haut, quoi. Donc, actuellement, aujourd'hui, on voit que les mairies, mais ce qui est là où il y a nuance, là, les maires sont des élus. Et les SE ne sont pas des élus. Parce que le terrain, c'est les maires qui sont là. Et ils connaissent la population et on vit avec eux. Donc c'est là où il y a nuance. Normalement, pour prendre ces gens de SE, c'est pour aller encore à l'élection, on peut les mettre, les SE là, on peut faire un programme de mettre les SE dans le programme des élections pour que ça soit les gens du terrain, quoi. Parce que là où il y a le trou, et le maire, on lui a dit on doit couper des arbres, on doit fermer le trou, on va faire. Les SE, le SE ne peut pas quitter le nord pour arriver à intervenir ici, ça ne va pas. C'est là où il y a nuance. Moi, personnellement, je pense que les réformes qu'on a amenées par rapport à la décentralisation, ce n'est pas mauvais. C'est par rapport à la mauvaise gestion qu'on a amené ces réformes-là. Mais si on veut, ça va marcher. Mais si on ne veut pas, ça ne marchera jamais. Mais comme on trouve que le chef de l'État est mauvais, on ne voudra jamais que ça marche. Ce n'est pas que je le supporte. En fait, c'est pour nous. C'est pour nous et pour le futur. Mais il faut qu'on s'asseye
pour voir au fond des choses. Si on a amené les SE, c'est pour préparer une nouvelle mairie. Le SE n'est pas le maire, mais le SE doit rester ensemble avec le maire pour travailler. Le maire a des idées, il amène ça vers le SE. Et le SE communique. Ils doivent travailler ensemble. On ne veut pas que ça marche. Sinon, on a libéré les maires. Le maire n'a pas que ça à faire. Il y a autre chose que le maire peut faire. Mais c'est parce qu'on ne veut pas que ça ne marche pas. C'est vrai que ça n'a pas marché. Mais c'est parce qu'on ne veut pas. Voilà, réaction des citoyens sur cette réforme. Oui, si vous permettez, je répondis sur ce que le dernier intervenant a dit. Il a parfaitement raison. En fait, la réforme, elle n'est pas mauvaise en soi. Vous voyez un peu, il a parfaitement raison. Cette réforme, si elle était bien comprise par les maires, ça permet de protéger les maires. Parce que si ils doivent se conformer aux tests, ils n'auront plus de problèmes, de mauvaise gestion et autres. Là, c'est le secrétaire général qui gère tout. Mais le secrétaire exécutif du tout, qui joue maintenant le rôle des anciens secrétaires généraux des mairies, donc c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a toute cette responsabilité. Mais comme je le dis, les acteurs politiques, ils ont besoin, l'argent c'est le nerf de la guerre chez eux. Ils ont besoin de gérer leur budget, de couper un peu quand il le faut et de nourrir. C'est mauvais, mais oui, c'est ça. C'est ça qu'on a connu par le passé. Oui, c'est à cause de ça. Non, c'est pas bon, on est d'accord. C'est à cause de ça que la réforme piétine. Parce que les maires ne comprennent pas. On a entendu au moment de présentation de cette réforme, un élu local qui a dit de leur laisser leur budget. On verra ça plus tard dans la cassette. Avec tout ceci, comme il a dit, c'est les hommes qui ne veulent pas que ça marche. C'est les hommes qui... Et moi, à mon avis personnel aussi, quand je dis ça, cette réforme, elle est un peu lourde. Vous avez ce secrétaire exécutif, il y a un conseil de supervision désormais qui est chargé de, en quelque sorte, revoir ce que fait le secrétaire exécutif. Un organe de contrôle. Un organe de contrôle au sein de la mairie. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là? On aurait pu alléger un peu. Si le secrétaire exécutif est là et doit rendre compte à un organe qui est logé à la présidence, comme le disait M. Est-ce qu'on a encore besoin de tout ça? Et puis en plus de ça, n'oubliez pas, il y a le conseil communal aussi. Et ça n'alourdit pas un peu l'administration. Vous voyez, pour répondre un peu, vous voyez, le système a été taillé de sorte que le secrétaire exécutif, contrairement à la perception éloignée qu'on en a, n'est pas tout puissant. Parce qu'il est sous le contrôle du conseil communal. Oui. Et donc c'est un vaste communicant. La loi a été taillée de sorte pour les amener, et secrétaire exécutif, et maires et élus locaux, à collaborer. C'est de cette collaboration-là que dépendra la réussite, justement, de cette réforme. Et quand on laisse, au-delà même de la réforme, le but ultime, c'est quoi? C'est que les populations à la base s'épanouissent et que les élus locaux puissent répondre à leurs attentes. Dans la proximité qui est la leur avec ces populations, que ces élus locaux puissent répondre aux populations. Un maire réclame son budget, mais à quelle fin? La finalité de ces ressources mobilisées, c'est qu'elles soient utilisées pour les besoins communaux. Non pas pour qu'un maire en dispose comme bon lui semblait, comme ça se faisait. Et c'est justement ces travers-là qui ont amené à ces réformes. Qu'il y ait de la résistance, cela va de soi. Mais il faut tenir le cap si nous voulons véritablement que l'émergence au niveau des collectivités locales soit effective. Parce que les initiatives au plan gouvernemental ne suffiront pas pour répondre aux attentes au niveau des communes. Oui, je vais rebondir sur deux choses par rapport à la nomination des SE. J'ai suivi dans l'élément que, comme bon nombre de Béninois ont décrié le fait que le SE n'est pas de la commune, on l'a envoyé d'ailleurs. Je crois que l'esprit de la loi, c'était pour éviter toute connivence. Le SE étant de la localité, il serait plus facile pour lui et le maire de se mettre ensemble pour faire tout ce que nous décrions qui a amené cette réforme. Je voulais rebondir sur ça et me demander par la suite quelle est la visée en réalité de la loi. Est-ce une visée politique
parce que les maires étaient devenus trop forts, il fallait leur casser un peu les ailes pour les concentrer sur la gouvernance locale, ou c'était simplement une visée de bonne gestion où il fallait un contre-pouvoir en griffe qui est le SE pour leur permettre maintenant effectivement de se concentrer. Il y a tellement de questions que je me pose, mais je finis par dire que si vraiment la visée est pour la bonne gestion, c'est le moment de commencer par faire le bilan. Nous sommes à 2 ans de sa mise en œuvre, de la mise en œuvre de la loi. C'est le moment de commencer par faire le bilan pour que avant 2026, qu'on pense à reformer, qu'on pense à revoir la loi pour que 2026 soit un nouvel élan pour la décentralisation. Ahmed, je dis ceci. La réforme structurelle sur, je dirais, la décentralisation a manqué de prendre en compte 2 choses. L'aspect sociologique. Nous sommes dans des communautés. Nous parlons, je dirais, de gouvernance au niveau local. Lorsque vous allez dans nos localités, les populations ne comprennent même pas jusqu'à aujourd'hui cette, je dirais, ce bicéphalisme de maires et de secrétaires exécutifs et autres. Ils ont élu un maire. Ils ne sont même plus au contact, les maires ne vont même plus au contact des populations. Comme ça. En fait, ils ne comprennent plus ce nouveau système de décentralisation. Donc il y a un aspect sociologique qui n'a pas été pris en compte. Et les gens, parce que la décentralisation c'est d'abord sociologique, c'est à la base, c'est la gouvernance à la base. Et le maire est pour le village l'image de la communauté. Nous avons, avec cette réforme, arraché le visage sociologique de la gouvernance à la base. Il faille que dans, je dirais, les bilans, on revoie cet aspect-là de la loi. Nous disons que nous sommes pour le contrôle. Mais nous disons que le contrôle pouvait être fait en instituant des organes, je dirais autonomes, sous l'exécutif, qui sont dans les communes, mais qui ne sont pas dans la mairie. Parce que le nouveau sociologie, c'est embouillé. Je vous inviterai maintenant, je voudrais que, Dieu merci, on nous dit que les chiffres vont bien dans les mairies, dans les localités, dans nos communes. Qu'on nous dise, quand je prends par exemple Cotonou, qu'on nous dise de façon concrète les réalisations faites par la mairie de Cotonou, comparées aux réalisations faites par l'ancienne mairie. Et je pense qu'on ne peut faire un débat qu'en comparant l'hier et l'aujourd'hui. L'avant-réforme et l'après-réforme. L'après-réforme. Merci beaucoup. Je pense qu'on est en train de finir. Oui. Si on fait ce bilan, je suis convaincu, au regard de ma discussion sur le terrain, que ce bilan est positif, et largement, loin s'en faut même. Et vous savez, cette réforme libère par ailleurs les maires qui étaient un peu tenus en joue par les populations. Et vous savez, l'intérêt même de cette réforme, de la mise en œuvre de cette réforme aujourd'hui, notamment liée à la mobilisation des ressources, lorsqu'un, je dirais, un citoyen de la localité est assujetti à une imposition, il peut être amené à négocier. Aujourd'hui, avec le secrétaire d'exécutif, ce n'est pas possible, parce que c'est un technicien. Et du reste, vous ne pouvez pas faire un développement, soit-il local, sans des cadres compétents. Le mérite déjà de cette réforme est d'avoir doté les communes de cadres bien outillés à même de pouvoir répondre. Et pour finir, le plan de développement local, ce n'est pas le secrétaire exécutif seul dans son bureau qui l'élabore. Il est élaboré en symbiose avec les élus locaux, y compris avec le maire. Et donc, le secrétaire exécutif, il porte l'ambition de la mairie, du maire, des élus locaux. Il encadre techniquement et il veille à l'orthodoxie, à la bonne gouvernance. Et ça, c'est important si nous voulons... En travaillant à la mobilisation des ressources. On va faire un petit point de la réforme, notamment en matière de secrétaire exécutif, avec un tableau que nous vous proposons ce soir. Il y a eu, depuis le début de la réforme, des limogeages de secrétaires exécutifs, notamment à Tchaourou.
et à Ndali. C'était en novembre 2022 et puis en septembre 2022. La raison, c'est qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'enquête de moralité, donc ils ont été débarqués. Ensuite, il y a eu des démissions, la SE de Bukumbe qui est partie, raison, rapprochement familial, la SE de Tukutuna qui est partie, raison, dénonciation de menaces, d'harcèlement et de violation de l'intimité. À Boumé, on parle de convenance personnelle, un peu comme à Ouida aussi, et ce en janvier 2004, raison, convenance personnelle, après avoir été suspendu de ses fonctions parce qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des manquements graves. Et puis, on se rappelle également qu'il y a eu révocation de secrétaire exécutif, notamment le secrétaire exécutif de Cotonou, de Huyogbe et de SM Podji. C'était en Conseil des ministres le 12 avril 2023 pour violation des règles de déontologie administrative, d'orthodoxie financière, d'abus de pouvoir et d'atteinte grave aux intérêts de la commune. Quand on fait le point de tout ceci, on rappelle aussi qu'il y a eu une SE qui était décédée en décembre 2023 à Bantais. Quand on fait le point de tout ceci, doit-on dire que tout ce que nous avons vu là a permis de stabiliser un peu les SE au niveau des communes, de trouver le juste milieu? J'ai envie pour une fois de me faire fataliste. Pourquoi? Parce que tous les points que vous avez énumérés sont imparables. Secrétaire exécutif qui n'a pas observé l'orthodoxie de gestion, que suggériez-vous qu'on le mettienne en place? Non. Et un limogeage qui intervient, même au niveau central, les ministres sont limogés. On n'y peut rien pour une raison ou une autre. Et donc, si vous entrez dans une comparaison et que je nous renvoie à la démission ou à la destitution des maires antérieurement, vous feriez vous-même le rapport. Mais pour la recherche des résultats qui portent cette réforme, je pense que ces tout sortements ne sont pas de nature vraiment à déparer la mise en œuvre et la mise en marche de la machine. D'accord. Alors, on parle beaucoup des SE, mais cette réforme elle est structurelle, elle n'est pas seulement liée au SE. C'est vrai que ce sont les qui sont mis en avant. Voilà. Il y a une volonté de professionnaliser l'administration communale en envoyant des cadres techniques bien compétents pour faire le travail. Mais quand vous entendez les populations, la plupart du temps, ils disent celui-là ne maîtrise pas nos réalités. Est-ce qu'il pourra aller où un fils du terroir peut aller pour collecter les tasses, tout et tout? Oui, il faut un Béninois, il a vocation en tant que fonctionnaire à servir un peu partout sur le territoire national, mais ici maintenant il est question d'administration coloniale, autant pour moi, d'administration communale, territoriale, et moi je pense qu'il serait mieux qu'on mette quand même des fils du terroir qui maîtrisent les réalités. Ça aurait été une très bonne chose de choisir des cadres techniques quand même qui connaissent les réalités pour savoir là où il peut aller, comment faire payer les gens dans cette localité, parce que sociologiquement c'est pas la même chose un peu partout. La façon dont tu peux te prendre pour collecter des ressources peut-être au nord n'est peut-être pas la même chose au mono, donc c'est bien d'envoyer sur ces terroirs là des gens quand même qui connaissent les réalités, même s'ils ne sont pas forcément des natifs. Aujourd'hui, avant, les maires n'avaient pas, les élus locaux n'avaient pas de salaire. Dans cette réforme-là, c'est quand même possible. Mais c'est consistant. Oui, et c'est quelque chose de positif à souligner. Ça dépend également du statut de la commune. Du statut de la commune. Il y a tout ça là. Donc, pour moi, il y a des choses, on ne va pas tout jeter, mais forcément, il y a des choses à améliorer. Surtout ce qui est aujourd'hui le point de crispation, cette affaire des SE là, parce que, en fait, c'est là le nœud du problème. C'est ça. Comment est-ce qu'il faut changer pour que ça soit plus huilé? Faut-il supprimer le poste des SE? Bon, avant, c'était la dernière question qu'il y avait. Il y avait des secrétaires généraux dans les communes qui sont... Moi, je pense, tout compte fait, que le maire doit redevenir
le patron de son administration. Il est toujours le patron. Il reste le patron. Oui, mais bon, je ne refuse pas, mais le SE là. Il est dans la fonction politique, oui, le maire, le SE là, il est très puissant sur l'administration. Il faut que le maire reprenne. C'est un choix voulu comme tel. Et moi, je ne pense pas, je ne pense pas que comme ça peut se marcher. Le maire pour ses affaires politiques. Non, il est le maire élu pour administrer une commune, pas seulement pour faire de la politique. Merci beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes resté pétrifié sur les principes des anciennes lois. Non, la loi a varié, la loi a changé. La loi actuelle n'admet plus que le maire. Vous venez de dire qu'on libère toutes ces affaires politiques. Évidemment. Qui n'est pas élu pour faire de la merci politique. beaucoup. Merci à vous. Je dis ceci, la beauté de la journée se sent le matin. Lorsque vous vous levez le matin, que vous regardez l'horizon, vous sentez si ça sera beau ou pas. Je dirais à moins de 2 ans, près d'une dizaine de démissions, de révocations ou encore de beaucoup de sujets. De limogeage. De limogeage. Oui, il y a quand même 77 communes. Lorsqu'on prend 77 en 2 ans, il y a 10 d'embroglio, il y a de quoi se demander. Je dis ceci, on ne gouverne pas forcément qu'avec la loi de Dieu. On gouverne aussi avec les réalités du terrain. Mais ceux qui veulent se masquer le visage pour dire que cette loi prend en compte les questions sociologiques se trompent. On a besoin de recadrer, mais on n'a pas besoin de déposséder les maires de leur pouvoir quand même. Aujourd'hui, nous faisons un débat. La légitimité contre la puissance du secrétaire exécutif. Oui. Ok, je vais rebondir sur prise de parole. Oui, la beauté de la journée se sent le matin, d'accord, mais quand un enfant naît, il commence par courir en même temps. Il va à 4 pattes, il tombe, il se blesse, il se relève jusqu'à pouvoir aller comme tout homme. Donc, c'est quoi que nous observons. Moi, je prends ça comme le début de la marche, le début, l'apprentissage pour se relever, pour aller plus loin. Parce que il faudra aussi préciser que quand on dit souvent que les cadres nommés, envoyés ne travaillent pas avec les cadres locaux parce que ces cadres nommés-là n'ont pas forcément les réalités, ne maîtrisent pas les réalités, je crois qu'il faudra éduquer à la fois les populations et les cadres locaux à travailler en symbiose avec ceux-là. Parce que quand on dit que parce qu'il est envoyé d'ailleurs, il ne maîtrise pas, il ne sait pas comment s'y prendre pour la collecte des ressources, ça, il revient à ces cadres locaux-là de savoir travailler avec ceux qu'on a envoyés, de ne pas faire rétention d'informations, de se libérer, d'être ouvert avec ceux-là pour que la collaboration soit fructueuse. Fructueuse parce que le fait de collecter les ressources, ça va permettre d'avoir les moyens de la politique communale, de la politique locale. D'accord, merci. Il faut quand même dire que nous sommes... je n'ai pas le rôle de poser la question. Mais bon, on parle beaucoup de collecte de ressources, mais l'État aussi doit transférer des ressources aux communes. Sur ce plan-là, comment ça se fait? C'est aussi une question qui peut rester en grosse interrogation. Alors, on rappelle où on poursuit le débat en disant que on a procédé également à la sélection des secrétaires administratifs d'arrondissement. C'est contenu dans la loi. Il y a eu appel à candidature et jusque-là, c'est 724 candidatures qui ont été recensées. 435 sont sélectionnés et ceux qui sont sélectionnés, ce sont uniquement des agents contractuels ou des agents statutaires des mairies, alors que nous avons 545 arrondissements. Il reste encore une bonne centaine à pourvoir. Où est-ce qu'on va les trouver? Grosse interrogation également. Mais vous ne voulez pas me faire dire comme l'autre que le Bénin a des compétences? On n'a pas encore dit ça. Puisqu'il y a un gap, je suppose qu'on va finir par aller les trouver, les chercher. Peut-être que d'autres prétentions vont se manifester qui permettront de pouvoir à ces postes vacants-là. Et vous savez, tous les bilans qui ont été faits durant les 20 premières années de décentralisation ont toujours
comment dire, relever ce déficit-là, cette problématique de compétences, parce que la rémunération n'était pas intéressante, parce qu'il n'y a aucun cadre ne se piquait de vouloir servir, même dans sa propre région, dans son terroir. Mais aujourd'hui, il y a un intéressement qui motive, il y a une motivation qui permet de faire cette distribution-là de compétences pour que nos collectivités puissent se relever, mieux se porter. Merci. C'est heureux, il faut le saluer. Merci à vous, Paul Amoussou, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Rudolf Karl, merci, Ahmed Picardi et Omar Salouf, merci bien. On se donne rendez-vous dimanche prochain dans un nouveau numéro du Grand Rendez-vous. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, ça sera l'œil de l'expert. En réalité, après 2 années de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, est-ce qu'on peut dire véritablement que les communes sont au mieux de leur forme? Oui et non. Vous savez, premièrement, il y a un certain nombre de préoccupations, de problèmes qui minaient la décentralisation et qui justifiaient la réforme. Par exemple, en matière de ressources humaines, il y avait un déficit non seulement au sommet de la pyramide des ressources humaines, mais aussi au niveau intermédiaire. Donc la réforme a permis quand même de mettre en place une ressource humaine de qualité au niveau de l'administration communale, surtout au niveau du secrétariat exécutif et des directeurs et des responsables des différents services municipaux. C'est vrai que sur le profil, en termes de profil, on peut dire que sur papier, il y a un profil qui est acceptable, qui est correct. Mais du papier à la réalité, à la pratique, on observe quand même que tous ces responsables-là n'ont pas été à la hauteur de la mission et certains ont été révoqués, licenciés, etc. Donc, en matière de ressources humaines, il y a un pas qui a été fait pour doter les communes de personnel administratif de qualité, mais il faut aller plus loin parce que je parlais tantôt de la pyramide de l'administration communale où au sommet il y a les directeurs, c'est vrai, mais au niveau intermédiaire aussi il faut des cadres d'un certain niveau. Et là, je pense véritablement que la réforme doit aller plus loin et permettre à l'administration communale de puiser la ressource humaine disponible au niveau de l'État pour que ces cadres qui sont mis en veilleuse ou ne sont pas utilisés de manière optimale, que les communes puissent les utiliser afin qu'il y ait un équilibre au niveau de la pyramide de l'administration communale. Donc, en matière de ressources humaines, un pas important a été franchi. Le personnel élu a vu son statut amélioré, du maire au conseiller jusqu'au chef de quartier, de ville et de village, ce qui est une bonne chose. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est donner plus de moyens, de ressources financières aux collectivités territoriales. Et sur ce plan, il y a des progrès qui sont liés à la réforme en termes de mobilisation des ressources propres au niveau des communes. Donc, on a vu que dans plusieurs communes, l'amélioration de la mobilisation des ressources propres, mais il faut dire aussi qu'au niveau des ressources fiscales, parce que si au niveau des ressources non fiscales, on a vu quand même qu'il y a d'amélioration, on peut supposer qu'au niveau des ressources fiscales, des progrès restent à faire. C'est-à-dire qu'il faut permettre aux communes de pouvoir envoyer les avis par WhatsApp, par mail, et que le contribuable puisse payer aussi par les canaux numériques qui facilitent le paiement des impôts locaux. Donc, il y a ces questions-là. Il y a aussi, en termes de mobilisation des ressources, disons que des expériences ont été conduites efficacement dans d'autres communes. Je veux parler, par exemple, de la régie autonome qui permet de gérer un certain nombre d'équipements marchands
Et ce modèle-là peut être quand même, c'est un modèle qui a été validé par le ministère de la décentralisation et le ministère des Finances, et donc qui a fait l'objet d'arrêtés interministériels qui codifiaient donc que les communes peuvent utiliser au niveau des marchés, au niveau des gares, au niveau, disons, des carrières et autres. Donc il y a ces défis-là qui restent à mobiliser. Sur le plan financier, toujours, il y a le fonds d'investissement communal qui n'a toujours pas été mis en œuvre, et nous sommes toujours au niveau du fonds d'appui au développement communal, le FADEC, qui aujourd'hui est toujours présent mais moins abondé que par le passé, parce que en termes d'investissement, la contribution du FADEC a diminué. Donc, il faut véritablement penser à tout cela et permettre à la réforme d'aller à son terme et que tous les éléments soient mis en place. Un dernier élément, c'est, disons, les outils de gestion. Sur le plan budgétaire, on doit avoir des outils. Sur le plan financier, on doit avoir des outils. Sur le plan des marchés publics, vous allez dans presque toutes les communes, l'argent, les ressources sont disponibles, mais du fait de la complexité, de la longueur des procédures de passation des marchés, il y a des difficultés pour satisfaire, pour animer les services sociaux de base. J'étais dans une commune il n'y a pas longtemps où, pendant toute une année scolaire, la commune n'a pas pu faire aboutir un marché permettant de fabriquer, de réaliser des tables et des bancs pour les écoles. Et ces enfants ont été obligés d'étudier par terre sans mobilier. Donc, au niveau de la personne responsable des marchés publics, il y a, disons, une augmentation du travail liée au fait que les procédures soient plus rigides, plus exigeantes, et que les personnes responsables des marchés publics, il y en a sur le papier qui sont bien, mais sur le terrain sont défaillants. Et aussi, il faut leur trouver des assistants, des collaborateurs pour leur permettre de bien faire leur travail. Donc il y a tous ces éléments-là qui aujourd'hui, les manuels de procédure, j'ai parlé de gestion financière, j'ai parlé de gestion budgétaire, j'ai parlé de gestion des marchés publics. Il faut trouver des outils pour faciliter ces gestions-là. Il y a des outils numériques, mais ça doit être codifié par le ministère des Finances, notamment le Trésor public, et d'un autre côté par l'autorité de régulation des marchés publics et la direction qui s'en occupe. Donc il y a ces éléments-là qui font aujourd'hui que la réforme n'a pas forcément atteint les objectifs escomptés, et je pense que sur les bienfaits de la réforme, il faut mentionner quand même qu'avec cette ressource humaine de qualité, on observe des processus de planification plus adéquats. On observe aussi que les activités, les réunions, les sessions, tout se déroule quand même normalement, et on doit pouvoir passer à une autre étape. Si vous nous revoyez, vous êtes sur le grand rendez-vous et nous sommes en toute franchise avec notre invité Claude Diankaki. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes administrateur des finances, expert en décentralisation. Rappelle également à nos téléspectateurs que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages en matière de décentralisation. Merci de répondre présent à notre invitation. Tout de suite, on vous emmène sur le terrain, notamment au niveau des communes, sur le terrain de la mise en œuvre de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation, toute belle, toute séduisante, comme l'ont pensé les initiateurs de la réforme? Non, je ne crois pas. Et pourquoi donc? Oui, parce que pour comprendre la décentralisation, il faut d'abord définir les concepts. Parce qu'il y a eu d'abord centralisation, ensuite déconcentration, parce que le pouvoir trop accaparé a voulu déconcentrer dans un premier temps. Donc, on parle généralement de relais territoriaux. Vous verrez les départements
les sous-préfectures, les arrondissements, les villages et quartiers de ville. Donc, c'est toute une pyramide et l'État contrôle. Donc ça, c'est la centralisation. Quand le pouvoir exerce toutes les fonctions sans relais, ensuite, ces relais, il faut aller aux élections, chercher la participation du citoyen. C'est en ce moment qu'on commence par parler de décentralisation, c'est-à-dire faire une élection pour que les populations choisissent leurs représentants pour exercer à la base, disons, les affaires locales. Je dis il faut définir parce que de plus en plus on nous parle de décentralisation, mais en réalité ce n'est pas de la décentralisation il s'agit. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une recentralisation parce que aujourd'hui, s'il y a eu réforme et qu'on continue encore d'entendre que c'est l'État qui construit les écoles, qui construit les marchés, il y a problème. Normalement, ça devrait revenir aux communes. Et c'est à l'époque, c'est pour ça qu'il y avait une guerre de tranchées. On parlait de transfert de compétences aux communes. Mais vous pensez qu'en réalité, il n'y avait pas eu de transfert de compétences? Il n'y avait pas eu de transfert. Non, il y avait eu un semblant de transfert de compétences. Plus ou moins, les communes construisaient. Mais depuis, je n'entends plus une commune construire une école, c'est plutôt l'État. Justement, c'est pour cela qu'il y a décentralisation. On va poser le problème autrement, partant justement du diagnostic posé par les initiateurs de la réforme. Je veux parler du gouvernement de l'État central. Il y avait eu un certain nombre de problèmes. Lorsqu'on parle d'administration politisée, lorsqu'on parle d'instabilité politique au niveau des communes, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y avait donc des vagues de destitution des maires et autres. Le profil des maires également en matière de gouvernance des communes, ça posait véritablement problème. Un certain nombre de problèmes posés. C'est cela qui a amené le chef de l'État, son gouvernement, à revoir un peu la décentralisation. Lorsqu'on fait le bilan de 20 ans, puisque c'est arrivé en 2003, avant cette réforme du secteur de la décentralisation, est-ce que vous ne sentez pas que quelque part, il fallait cette réforme pour revoir un peu les choses? Tout à fait. On peut revoir les choses en les améliorant. Parce que quand on parle de réforme, c'est pour des changements qualitatifs que je ne vois pas. C'est vrai, il y a eu destitution des maires. J'ai même écrit un ouvrage là-dessus. Mais la destitution des maires, c'est souvent téléguidé. On veut destituer pour régler des comptes. Ça, on le savait. Maintenant, qu'on a tenté d'aller vers les SE aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu problème? Il y a eu problème tout simplement parce que ce n'était pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'était de laisser les maires les contrôler. Vous constaterez que chaque fois quand il y a un changement au niveau de l'État, tout le monde veut appartenir à la machine de l'État là. Donc tout le monde cherche à rejoindre le nouveau chef. Or, le nouveau chef devrait être ferme, laisser les communes, laisser les maires travailler et puis des contrôles pour voir là où il y a défaillance. S'il y a défaillance, il faut sévir. Mais aujourd'hui, on est là, il y a défaillance. Mais comme on est de la mouvance, il n'y a pas eu de contrôle. Même s'il y a eu de contrôle, disons, les traitements sont à deux vitesses. Donc c'est pour cela que je dis, le changement qu'on a tenté d'opérer aujourd'hui. Parce qu'en réalité, le maire d'aujourd'hui n'est plus le maire d'antan. Le maire d'aujourd'hui,
disons ça, la mission la plus noble du maire d'aujourd'hui, c'est la célébration des mariages. Mais en dehors de ça, en dehors de ça, oui. Le maire est devant sa télé, le maire est chargé de gérer les aliénés mentaux, vous pensez que le maire n'est plus actif? Le maire n'est plus totalement actif. Mais c'est le SE qui devient aujourd'hui le chef de l'administration communale, qui gère les marchés, qui gère tout. Le maire ne gère rien. On a dit qu'il fallait séparer la fonction politique des fonctions administratives et techniques pour réussir la décentralisation. Vous pensez que, ce faisant, nous réussissons déjà la décentralisation? Non. Nous ne sommes qu'à 2 ans. Non, le maire, à 2 ans. Oui. Après la mise en œuvre de la réforme. Mais c'est déjà trop, justement. Après 2 ans, il faut chercher à performer. Donc alors, est-ce que depuis que la réforme a été mise en œuvre, vous avez déjà parcouru les communes? Qu'est-ce que vous avez constaté, si vous avez parcouru quelques communes? Ce que je constate, c'est qu'il y a trop de friction autour entre le maire et son SE, parce que vous ne pouvez pas, au commandement, évidemment, et ce qui fait la force de l'armée, c'est la discipline. Il n'y a plus de discipline, parce que quand vous avez une autorité vous avez 2 autorités dans une même administration, on vous dit que le maire est le premier responsable de la commune, et le premier responsable politico-administratif de la commune. Le SE est le premier responsable de la commune, chargé de l'administration territoriale, chargé de ci, chargé de ça. Bon, le vrai chef, c'est quand même les SE, ce n'est plus le maire. Est-ce que ce n'est pas une manière de voir la chose et de penser que bon, on a tout arraché au maire et qu'ils ne sont que réduits à une portion congrue de la gestion de la commune? Écoutez, tout a été arraché, mais quand ça avait commencé, j'avais même rédigé une opinion là-dessus et je déplorais la chose parce que j'ai vu que c'est énorme comme structure, ça dit la charge. Oui, pour la même chose. On nous parle de 10% pour valider au niveau national, pour valider sa liste. Mais je dis encore une fois, nous sommes en décentralisation et la décentralisation, c'est quand même la préférence locale. Donc, si je suis leader au niveau de ma localité et que c'est ça qui doit me faire échouer, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes plus en décentralisation. On a comme impression que c'est l'État épervier qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Parce que l'État se dit, bon, moi j'ai une assise nationale, donc il n'y a que ma liste. C'est un peu ça qu'il faut voir. On ne devrait pas voir ça. Au démarrage de cette réforme de la décentralisation, vous conviendrez avec moi, nous avions eu des listes indépendantes qui ont réussi. Et il faut compter avec les listes indépendantes. Il faut compter également avec les partis politiques qui ont eu des suffrages. Et il faut combiner le tout pour faire en sorte que le maire soit élu par le conseil communal. Je dis bien, le maire doit tirer sa légitimité du conseil communal ou municipal. Et non de l'ensemble des conseillers, donc en tout cas des conseillers. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je parle d'une loi d'épervier, c'est quoi? C'est qu'on organise tout et l'État vient prendre. L'État dit, bon, mais c'est comment vous appelez, le BR ou c'est l'UPR qui désigne le maire et on dit taisez-vous et on prend le maire, ça ne va pas. Est-ce que ce n'est pas une manière pour l'État, suivant un certain nombre d'explications, une manière pour lui d'aller trouver le meilleur profil pour gérer les communes? Quel meilleur profil? Je vous dis par exemple, la préférence locale dont je vous parle. Moi, je suis contre le fait de dire qu'on va tirer les SE au sort sur une liste nationale. Non.
Vous croyez qu'il y a une commune au Bénin ici qui n'a pas ce profil, qui n'a pas ce profil? Non, on n'est plus là en décentralisation, on est en recentralisation. C'est l'État qui veut tout régenter là, ce n'est pas bon. L'État dit qu'après avoir posé un certain nombre de diagnostics, il y a mal donne à un certain niveau et il faut revoir la chose, d'où cette réforme structurelle sur la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement en train de boucler 2 ans de cette réforme, c'est l'heure du bilan. Je vous avais fait la question de savoir si vous avez fait le tour des communes, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi ça bouge? Pourquoi ça ne bouge pas? Non, moi je ne vais pas faire le tour des communes. Vous savez, moi j'ai été chef de cabinet chargé, président même des avant-projets de loi de la décentralisation en 1993. Ce n'est pas ce qu'on avait dit à la conférence nationale. J'étais délégué à la conférence nationale. En 1993, dont je vous parle, j'étais également aux états généraux de la mise en œuvre de ces lois sur la décentralisation. Ce n'est pas ce qu'on avait dit. Donc, aujourd'hui, à la retraite, depuis 18 ans, je n'ai pas à faire le tour des communes, mais je constate, je suis un observateur attentif et j'écris tout le temps sur les finances publiques et la décentralisation. Donc, je vois et vous entendez aussi. Et j'entends. Vous entendez? Quels sont les retours qu'on vous fait de ce que vous entendez? De ce que j'entends, c'est que ce qui se passe aujourd'hui sur la décentralisation, c'est horrible. Voilà, vous savez, les sessions sont publiques. Du conseil communal, oui, sont publiques. Donc ça veut dire que des citoyens peuvent être là. Mais on leur dit bon, qu'on a construit ceci dans telle localité. Ceux de la localité se regardent. Résultat, rien n'est fait, mais on dit que c'est fait. Quand c'est comme ça, ça ne va pas. Or, la décentralisation, c'est quoi? C'est la participation, la transparence, l'obligation de compte rendu. Vous ne pouvez pas rendre compte en mentant. Voilà ce que je constate. Alors, je rappelle toujours que ça fait pratiquement 2 ans qu'on est en train d'expérimenter cette réforme. Vous avez parlé de mal-donne entre, quand on parle de collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs. Ça, ce n'était qu'au début. Maintenant, on a senti quand même qu'il y a une certaine accalmie et qu'il y a une parfaite collaboration entre ces 2 personnalités dans la gestion de l'administration territoriale, non? Si c'est comme ça, c'est tant mieux, mais je ne crois pas. Je ne crois pas parce que gérer une commune, c'est quand même quelque chose de très important, ça. On n'a pas à aller tirer au sort, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et allez-y. Des fois même, on vous dit que c'est des SE qui n'ont pas le sens de la gestion des affaires publiques. Je dis bien de la gestion des affaires publiques. Parce que quelqu'un qui a le sens de la gestion des affaires publiques voit autrement que quelqu'un qui a le sens de la gestion des affaires privées. Parce que quand vous pouvez comprendre ces 2 notions, c'est que l'autre est bien évidemment orienté vers une gestion qui va profiter aux communes, vers une gestion où il faut créer des infrastructures socio-communautaires. Mais celui qui a la notion de la gestion privée, lui, son sens, c'est quoi? C'est de gérer de manière à avoir des dividendes à partager aux associés. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ne vois pas que des gens qui, les profils même là,
il y a problème. Il y a eu appel à candidature, il y a eu concours, il y a eu tirage au sort par la suite. C'est tout cela qui a amené cette nouvelle administration dans les communes. Moi, c'est pour la première fois. J'ai commencé à travailler en 1975. Et ça me fait plus de 18 ans de retraite. C'est pour la première fois sous ce régime que j'ai entendu parler de tirage au sort pour exercer une fonction publique. C'est quelque chose de si sérieux que aller tirer au sort des gens, moi je ne vois pas. Je ne vois pas bien. Qu'auriez-vous souhaité avoir, vous qui êtes un expert en décentralisation? Je veux voir Nous sommes en toute franchise. Tout à fait, moi j'ai toujours été. Oui. C'est pour cela que le plus souvent quand je prends le risque de publier les ouvrages, personne ne vient me contredire. Parce que j'essaye de dire ce qui est vrai, ce qui est franc. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc c'est en toute franchise. Il faut plus de transparence. Et quand il y a transparence, tout le monde comprend. Tout le monde comprend parce que les populations s'étonnent. Quand un SE qui est femme démissionne, on parle de tirage. Le tirage apporte toujours encore une femme. Et c'est tiré sur un fichier national. Mais il faut quand même expliquer comment ce fichier-là fonctionne pour que les gens comprennent. Moi, je ne comprends pas non plus. Quels sont les espoirs? Voilà, j'allais vous faire la question. Je ne comprends pas non plus comment est-ce que à chaque fois, quand c'est une femme ou bien les femmes sont à part, il faut aller tirer suivant quel profil. Parce que quand moi j'étais chef de cabinet au ministère de l'Intérieur, il y a de cela une trentaine d'années, pour nommer un sous-préfet. Quand je reçois les CV, je discute avec, et les femmes, on ne les mettait pas n'importe où. Les femmes, on devrait voir. C'est au bord du goudron, vous pouvez voir une femme à Alada, vous pouvez trouver à Ouida, ainsi de suite. Vous pouvez trouver à Zogodoma, mais on ne met pas une femme n'importe où. Mais moi, je veux bien savoir les critères qui, disons, qui ont prévalu à leur choix. Je veux la transparence à ce niveau. Au-delà du constat que vous avez fait à votre niveau en tant qu'observateur, en tant qu'écrivain, en tant que mordu de la décentralisation, n'avez-vous pas noté des avancées dans ce qui a été fait, dans ce qui a été prévu dans la réforme et dans ce qui est en train d'être fait? Quelques avancées tout au moins? Non, il n'y a pas d'avancée. Parce qu'il faut d'abord comprendre l'esprit de la décentralisation. L'esprit de la décentralisation, c'est que nous avions dit aux États généraux, il faut commencer par un premier niveau. Et ce premier niveau, nous avions opté pour les sous-préfectures. Donc les sous-préfectures allaient devenir des communes. Ensuite, on ira au second niveau de décentralisation, au niveau des départements. Donc ça veut dire que les départements aussi auront à désigner le préfet. On peut aller encore au troisième niveau, au niveau des régions. On peut dire pareil, on peut regrouper un certain nombre de départements pour en faire une région. Et faire la décentralisation également à ce niveau-là. Donc c'est pour vous dire que beaucoup de pays sont déjà au troisième niveau de décentralisation, alors qu'au premier niveau, on n'avance pas, on tâtonne, on fait appel au SE, et c'est pour cela que je parle de recentralisation. Parce que là, on n'est plus en décentralisation. Donc il faut être en décentralisation pour chercher à avancer. Mais quand on tâtonne, on est encore à ce niveau. Comprenez que je ne puisse pas dire, comprenant ce que nous vous mettions dans la décentralisation, que ça avance. Ça avance. Et donc pour vous, ce n'est pas la réforme qu'il fallait pour améliorer la gouvernance, comme on l'a annoncé? Non, 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 il y a eu peut-être une réforme de l'administration locale, mais pas une réforme de la décentralisation. Mais il faut appeler un chat un chat. Il faut être en décentralisation pour parler de réforme
c'est-à-dire donner plus de pouvoir encore aux élus, c'est-à-dire les maires. Les maires, ceux qui sont les maires sont comme les villes au Mégon, ils sont à côté et c'est d'autres qu'on amène pour... Vous pensez que moi, que je me mette à acclamer ça? Non. Sinon, ce serait contraire à ce que j'ai toujours... Mais ce sont les maires, c'est le conseil communal qui élabore son budget, qui prépare son plan de travail annuel. Les projets, les investissements à faire, ce sont les maires. C'est le conseil communal qui délibère, n'est-ce pas? Mais pourquoi on ne le voit pas devant? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est dans l'exécution que vous trouvez. Ça peut se passer ce qu'on a fait là. Mais c'est le maire lui-même qui choisit son secrétaire général. Tout ce qu'on est en train de dire, SE, machin, c'est le secrétaire général de la commune. Pourquoi le maire ne peut pas choisir celui? Parce que c'est, après tout, c'est le gouvernement local. Hein. C'est lui le président de la République, de la commune. Là. Est-ce que vous savez bien, comme moi, que le Bénin, c'est quand même, on a une cinquantaine d'ethnies et on ne peut même pas parler d'État encore au sens large du terme, mais État-nation, je veux dire, encore au Bénin, parce que c'est une multitude de nations qui se retrouvent. D'accord. Dans cette émission, il y a ce que nous appelons la cassette. La cassette, c'est quoi? C'est que l'on rembobine un peu, on repart dans nos archives et on rembobine un instant et on revient. Voyons ce que nous vous proposons ce matin. Un budget est un instrument politique. Le maire, s'il ne suit pas son budget, s'il ne règle pas son budget, s'il n'exécute pas son budget, il ne serait pas tellement un homme politique. Et puis, vous avez dit plus loin qu'il y a les techniciens. Qui est technicien ici? Qui est technicien? Il n'y a pas de technicien. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous dans la commune, immédiatement il devient un homme politique. Vous allez lui dire de faire de poser tel acte, il va s'opposer à vous. Parce qu'il n'est pas de votre bord. Parce qu'il ne soutient pas vos idées. Parce que peut-être les agents qui sont avec vous, ou bien avec qui vous travaillez, peuvent aller travailler le SE contre vous. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas, si on est au bureau, peut-être on ne maîtrise pas les données. On ne maîtrise pas les données. Il faut nous remettre notre budget. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. Le maire de Kouamassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, qui sera ordonnateur du budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Kouamassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu hein, quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, moi j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques.
Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. C'est parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Et voilà, nous étions en septembre 2021 quand le chef de l'État a rencontré les maires des 117 communes pour leur expliquer la pertinence de la réforme. En son temps, avez-vous compris les explications données? Non, je n'avais pas compris les explications données justement. Et jusque-là Laissez-moi, disons, relancer sur, disons, ce que venait de dire tout à l'heure le maire Kenam, Messan, que je connais bien. Vous savez, Kenam était député au moment où on votait cette loi. Les lois sur la décentralisation. Il était député à Porte-Nouveau. Il sait les débats qui ont suivi. Donc, je ne pouvais pas comprendre parce que, en plus, je suis un financier. Lorsque le chef de l'État disait que le ministre des Finances était son chef, non. Il ne faut jamais opiner quand on vous présente un sujet aussi important comme celui-là. Vous savez, quand vous êtes un auditeur, par exemple, et vous êtes dans un organe pour auditer, demandez à avoir, on vous remet l'organigramme officiel. Mais quand on vous remet l'organigramme officiel et vous vous mettez à opiner, vous allez produire un très mauvais rapport. Quand on vous remet l'organigramme officiel, il vous revient à vous-même de chercher à connaître l'organigramme réel, le vécu. Et c'est à partir de cela, parce que à des moments donnés, celui qui prend le pouvoir, ce n'est pas celui que vous voyez au niveau de l'organigramme officiel. C'est au niveau de l'organigramme réel. Et ça, beaucoup de jeunes ne comprennent pas et ne peuvent même pas comprendre. Parce qu'il faut une somme d'expérience pour arriver à comprendre ces choses-là. Et c'est pour cela justement qu'on vous parle souvent de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'années d'expérience professionnelle. Et c'est en chemin que vous apprenez tout ceci. D'accord. Pour finir avec vous, Claude Djankaki, dites-nous quel est l'avenir des communes dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec cette réforme? Non, pas avec cette réforme. Une nouvelle réforme. Parce que vous pensez que celle-là, elle n'ira pas loin? Parce que c'est quoi? On ne laisse pas la possibilité aux acteurs de décider. Je vous ai dit tout à l'heure, tout part de la capitale. Or, quand vous êtes en décentralisation, le plus important, c'est l'observance de la règle de la subsidiarité. Ça veut dire quoi? Régler les problèmes là où ils se posent. Mais quand les problèmes se posent aux populations de Ouessé, par exemple, et c'est de Cotonou, on va amener les solutions, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Je veux bien... Allez-y, allez-y. Je veux bien que les communes s'autogèrent, comme on a l'habitude de le dire. Je vais vous dire quelque chose. On ira très vite, oui. Très vite, oui. Vous savez, au Japon, par exemple, la commune de Osaka et de Tokyo étaient en compétition. Donc il faut laisser une compétition entre les communes. Et comme Tokyo a un grand aéroport, et tous les bateaux, moi je dis bateaux, tous les avions pouvaient débarquer, les plus grands. Osaka est allé, Osaka c'est une ville comme Cotonou qui est coincée, mais qui a une mer. Osaka est allé construire un grand aéroport à plus de 50 km en haute mer.
Et ça a permis aux plus grands avions de commencer à débarquer aussi. Donc si on laissait nos communes d'abord à partir de l'élection des conseillers, choisir les meilleurs pour aller, essayer de choisir les meilleurs pour être les maires de nos communes, je crois que les communes peuvent être un levier de développement. Parce que c'est le développement, nous sommes en quête de développement en parlant de décentralisation. Mais si nous sommes en décentralisation, et c'est toujours les règles de bureaucratie de la capitale qui Vous pensez que les communes ne décolleront pas? Les communes ne pourront pas décoller. Merci beaucoup. Merci à vous, Claude Diankaki. Merci de votre présence sur le grand rendez-vous. On rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes administrateur des finances à la retraite depuis 18 ans pratiquement, expert en décentralisation, et que vous avez à votre actif plusieurs ouvrages qui parlent de décentralisation. Eh bien, sur le grand rendez-vous, nous recevons une personnalité de la vie publique pour un moment de complicité dans lequel on révisite l'histoire et on se projette également dans le futur. Il a servi la République dans différentes fonctions. Quand on dit Jérôme Dandinou, ça vous rappelle quoi de lui? Jérôme Dandinou, c'est quelqu'un qui a fait un peu comme ce que, à l'avènement de ce régime, les déguerpissements. C'est lui que nous recevons en invité, ça s'appelle Les Confidences. Merci beaucoup, merci à vous, Claude Diankaki. Et le grand rendez-vous, c'est la suite, à partir de cet instant. Jérôme Dandinou, c'est un simple citoyen béninois. Et comme je le dis, que Dieu a fait venir dans ce monde en lui confiant une mission. C'est-à-dire la mission d'utiliser cette vie-là que Dieu lui a donnée pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est ça qui fait le fondement même de ma vie et de mon existence. Ingénieur des ponts et chaussées, c'est ma formation de base. Et puis je me suis spécialisé après dans les chaussées aéronautiques et la construction des aéroports et la gestion aéroportuaire. Après, j'ai passé des formations pour devenir administrateur d'entreprise et après administrateur en management de la qualité. Et puis certificateur ISO. Et depuis ma retraite, bientôt 10 ans, je travaille dans ce domaine-là. Je suis en consultation auprès des entreprises et je suis certificateur. Je suis en lien avec un cabinet français qui me missionne régulièrement pour certifier dans différents pays africains. Donc voilà, c'est comme ça que je passe ma retraite. Si quelqu'un devait être heureux parmi tout le monde, c'était moi. Parce que c'était ma vision, c'était ce que je voulais. Bon, maintenant, c'est que quand on veut faire, on dit qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Bon, il faut tenir compte, on peut atteindre le même objectif avec la manière, quoi. C'est ça. Peut-être c'est ce qui a manqué un peu, c'est pour ça que les populations ont crié. C'est-à-dire, vous pouvez enlever quelqu'un sans casser son bien. Moi, c'est ce que je faisais. Quand je distribue les préavis, là, je donne une semaine. Bon, maintenant, quand une semaine arrive, les gens pensent qu'on n'allait rien faire. Bon, on arrive et on leur dit de récupérer leurs biens. Et puis, ceux qui ne peuvent pas récupérer, les engins peuvent casser. Mais on ne va pas taper les gens, on ne va pas jeter. Parce que parmi ces gens-là, il y a des pauvres, quoi. Il y a des pauvres. C'est l'esprit. La loi, je dis, je suis d'accord. Hein. Tout ce qui a été fait, je suis d'accord. Hein. C'est ma vision. Et puis je bénis le Seigneur qu'il y ait eu un pouvoir qui ait fait ça. Par exemple, si après mon départ de la mairie, ça avait continué, on ne serait pas là. Bon, les autres ont pensé que moi, que je n'ai pas d'obligation politique, je n'ai pas de trucs électoraux à sauvegarder, donc moi je peux faire ce que je fais, mais les autres ont des trucs électoraux à sauvegarder, donc ils se sont gardés de continuer ce que j'ai fait. Sinon, il y a longtemps, on n'aurait pas eu
ce qu'on a. Le grand rendez-vous de ce dimanche, c'est terminé. Merci à chacun et à tous de votre attention. Retrouvez ce programme en replay sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.